la réalité du terrain, ouais. ça donne un gros coup de poing. Mhm. Donc, j'ai eu la mésaventure de me faire avoir dans une secte religieuse OK. qui avait quand même une emprise sur moi pendant 3 ans, 3 bonnes années, 3 ans dedans, sans savoir vraiment dans quoi j'étais. Ouais. Mais qui je vais appeler? Tout Ouais. le monde a coupé avec moi. Ouais. J'ai eu même à couper avec mes parents. Ils m'ont enlevé mon identité. J'avais même un autre nom. Et comme j'ai dit, je n'avais pas je parlais, bon, ils m'ont fait couper avec mes parents, mon fils, Oh. j'ai été isolée, j'ai reçu certains d'eux chez moi, qui habitaient chez moi. En fait, j'étais j'étais dans un nouveau Un monde. nouveau monde. Oui, j'avais un autre nom. Ouais. J'ai presque perdu ma maison. Bonsoir à tous et bienvenue dans TATS, The Alain Zara Talk Show. Et ici, on ne parle pas pour parler. Ici, on explore les idées, les voies, les visions de ceux qui changent le monde en changeant d'angle, bien sûr. Aujourd'hui, dans la rubrique Changemaker, j'ai l'honneur de recevoir une flamme, une femme visionnaire, pleine d'énergie, brillante. C'est la voix, je dirais, des fois des sans-voix, sans trop exagérer. J'ai l'honneur de recevoir ce soir dans Changemaker Stéphanie Assis-Durand. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Alain. Merci pour cet honneur d'avoir répondu présent à notre invitation dans Changemaker. C'est vraiment un honneur pour nous de t'avoir, surtout qu'avec ton programme un peu chargé. Merci, le plaisir est partagé. Ok, Changemaker, c'est fait pour vous inspirer. C'est pour que vous puissiez trouver des sources d'inspiration pour vous booster, pour passer à l'action et pour vous réaliser, de sorte qu'ensemble puissions rendre ce monde meilleur. Alors Stéphanie, des milliers de personnes nous regardent aujourd'hui. Des gens te connaissent, certains ne te connaissent pas. S'ils devaient rester au bout de ce podcast jusqu'à la fin, quel message tu veux leur donner d'entrée de jeu pour qu'ils restent coachés, pour t'écouter jusqu'à la fin de ce podcast? C'est vrai, beaucoup savent ce que je fais, Exact. mais ne savent pas qui je suis. Exact. Et donc, il y aura beaucoup de surprises au travers de ce podcast, de ce qu'ils apprendront de moi, de mon parcours atypique, de mes challenges et de ma façon de voir la vie. Exactement, vous l'aurez compris, beaucoup de surprises, de bouleversements, de renversements pour découvrir qui est Stéphanie. C'est vrai, on connaît un peu son parcours, on va découvrir davantage. Sachez que Changemaker, c'est 15 à 20% du parcours de notre invité et 80% de mindset. Donc, restez scotchés parce que c'est l'inspiration à 1000%. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. On parlait de parcours tout à l'heure. J'ai bien envie de te demander comment tu peux te présenter. Voilà, présente-nous un peu Stéphanie. Je n'ai pas voulu rentrer dans ça parce que je vais te laisser toi-même te présenter. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est une question à laquelle j'ai toujours du mal à répondre parce que je me trouve une personne qui a beaucoup de layers, beaucoup de casquettes. Donc, en général, lorsque je me présente, c'est plus sur l'aspect professionnel. Mais en tant que personne, je dirais, je suis multidimensionnelle. Ouais, multidimensionnelle. Multidimensionnelle, oui, mais dans le cas professionnel, on me connaît en tant que la fondatrice de l'entreprise Merakitech. Ouais. Donc, c'est sur ce angle-là que beaucoup me connaissent aujourd'hui. Ouais. Et donc, je suis jeune Ivoirienne. Jeune Ivoirienne, ouais. Qui a monté son entreprise et qui évolue dans l'univers de la technologie. Ok. Je suis aussi mère. Mère. Et femme, épouse. Épouse. Fille aînée. Fille aînée. D'une famille de 6. Donc, j'ai 5 petits frères et sœurs. Et mes 2 parents sont ivoiriens. Ils sont toujours là, ici à Abidjan. Ouais. Et j'ai plusieurs entreprises. Donc, on me connaît pour Merakitech, mais j'ai d'autres entreprises dont je parle très peu. Très peu. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire un peu le tour, puisqu'on a parlé de surprises dès le départ. Donc, aujourd'hui, on va faire le tour de tout. Alors, en résumé, Stéphanie Assis-Durand, épouse, mère, fille aînée de 6, ivoirienne, qui est née en Côte d'Ivoire, donc... qui a créé et dirige Merakitech, qui est une entreprise de technologie, dont on va en parler tout à l'heure, et qui porte d'autres casquettes. Voilà. Toutes ces casquettes-là, aujourd'hui,
seront d'écrou, comme on dit. Et on va voir ce qui se cache dans ces casquettes-là. Alors, on va parler rapidement en fait, de ton parcours un peu pour que justement on découvre ces casquettes-là, tout ce que tu fais dans ta vie. Et comment ça démarre ici? Tu es né ici, tu as fait tes études ici. Voilà, dis-nous un peu plus sur ça. Oui, donc je suis née, j'ai grandi ici à Abidjan. Ok. Je ne suis que partie après mon bac. Partie où? Aux États-Unis. Ok, après le bac. Oui. Donc, de 0 à 18 ans, j'étais ici, Ok. à Abidjan. Donc, j'ai fait le cours primaire au CNDP, Ouais. donc Notre-Dame du Plateau. Du Plateau, oui, ok. ça. D'accord. Et ensuite, après Notre-Dame du Plateau, j'ai été orientée à Sainte-Marie, où j'ai fait de la 6e à la terminale. Ok, à l'ISMA. Oui. Ok, donc tu as été orienté au lycée Sainte-Marie, tu as fait de la 6e à la terminale et après tu es allé aux États-Unis. C'est ça. Pour poursuivre tes études supérieures et puis ensuite. Et tu as fait des études supérieures en quoi? Ici, on appelle ça génie logiciel. Je pense que c'est l'équivalent, mais c'est computer science, c'est la science des ordinateurs et de la technologie. Ok, donc tu es vraiment ingénieur, on va dire ça. Oui. Ou bien, en tout cas, tu es dans la technologie, c'est dedans que tu as fait tes études. Oui, depuis longtemps, avant que ça ne devienne à la mode. Ok, donc tu penses que c'est une mode aujourd'hui, hein? Ah oui, aujourd'hui c'est un effet de mode. Ah ouais, mais est-ce que c'est pas parce que c'est aussi le moment de la tech, en fait, que justement ça arrive à inspirer beaucoup de personnes qui s'orientent dans ces différentes voies-là pour pouvoir apporter des solutions technologiques à nos différents écosystèmes. C'est aussi ça. Oui, c'est pour ça qu'on parle de 4e révolution industrielle. En fait, c'est venu à un moment où on avait vraiment besoin de croissance. On avait vraiment besoin aussi de résoudre certains problèmes que la société rencontrait. Donc, on est passé de l'industrialisation où maintenant il y a une consommation de masse, où il faut maintenant résoudre des problèmes de productivité. Ouais. Il faut produire beaucoup en plus de quantité, il faut aller plus vite, en moins de temps, il faut voyager. Donc, la technologie est arrivée à un moment où c'était vraiment plus qu'urgent de trouver des solutions à de nouveaux problèmes qu'on n'avait pas il y a 25 ans, 30 ans. Ok, super. Donc, c'est top. On va dire précurseur, on va dire ça comme ça. Hein. Et tu as eu ton bac en quelle année? En 2008. 2008, ok. Et donc, ça fait combien d'années que tu es aux États-Unis? Ça peut tester mes... Des calculs. Ça fait 17 ans. Oui. C'est ça, ouais. 2008, 2015, ça fait déjà... 2008, 2015, ça fait 7 ans. 7 ans, ouais. Et plus... 2025. Ça fait, ouais, c'est ça. Oui. 17 ans, c'est ça. 17 ans. 17 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et aujourd'hui, justement, bon, on va revenir encore à ton parcours. Hein. Tu étais quel genre d'élève? Au lycée. Au lycée. On va laisser ta petite enfance, peut-être on va revenir, mais tu étais quel genre d'élève? Studieuse, brillante, introvertie, extravertie? Tu étais quel genre d'élève? Alors, très introvertie. Ok. Et studieuse, oui, bon, j'étais pas toujours première, parce que bon, le lycée Sainte-Marie, c'est très compétitif. Ouais. Donc, il y a des semestres, il y a des trimestres, pardon, où tu peux être 2e, après tu essaies d'être première, tu es 3e. Donc, mais j'étais quand même dans le top 5 la plupart du temps. Ok. Bon, j'étais pas très compétitive tant que j'étais, pour moi, je vais dans le top 5. Ok, d'accord. Donc, je me battais pas toujours pour la première place. Ouais. Et j'aimais bien m'amuser aussi avec mes copines. Donc, j'avais un petit groupe d'amis. Un petit boing là. Oui. Un petit boing de geek. De geek. Parce qu'on aimait parler on aimait parler de science. On aimait parler, d'ailleurs, on s'était donné le nom, les margis. Parce on se sentait marginalisés, parce que les choses qui nous intéressaient n'intéressaient pas forcément les autres. Les autres, ok. Donc, on avait un petit groupe de 4 filles. Ouais. Si elles regardent cet épisode, elles vont se retrouver. Oui. Je fais coucou à mes margis. On ne dit pas le nom, on fait coucou aux margis. Hein? Allez, j'espère que maintenant vous êtes dans la société, vous n'êtes plus marginalisés, n'est-ce pas? Ça va mieux. Ok. Alors, qu'est-ce qui a fait que tes parents ont décidé que tu partes aux États-Unis pour suivre tes études? Alors, j'ai toujours voulu apprendre l'anglais. D'accord. Donc, de base, le plan était que je fasse mes études à l'étranger, soit au Maroc, en France, en classe de terminale. On regarde tous un peu les opportunités qui se présentent.
Mais étant donné que j'ai toujours voulu évoluer dans un environnement anglophone, donc moi, j'étais celle qui avait les posters des stars dans sa chambre, qui écoutait les CD d'Alia. Donc, je me projetais déjà. Oui, ben, sans savoir vraiment comment le système était, mais je voulais quand même évoluer dans un environnement anglophone, parler anglais. Moi, j'écoutais, j'écrivais les chansons de rap dans mon cahier. Dans ton cahier, tu apprenais comment être petit, ouais. Donc, et tu te projetais déjà, en fait. C'est-à-dire, quelque part, c'est toi qui as amené tes parents à choisir cette destination-là pour toi. Oui, par la grâce de Dieu, ils ont été assez ouverts. OK. Donc, j'ai suivi le processus pour postuler dans des écoles. J'ai envoyé mon application. Je ne connaissais personne dans l'administration de ces écoles-là. Ouais. Par contre, j'avais un oncle, un cousin à mon père qui habitait dans l'État de New York. Donc, qui a dit qu'il se rendait vraiment disponible pour pouvoir t'accueillir. Voilà. Mais en termes de formalité, franchement, c'est fou quand on y pense aujourd'hui. Que moi, à cette époque-là, j'envoyais des mails en anglais aux écoles, j'envoyais mes bulletins, tout ce qu'ils disaient, je faisais. Ouais, en anglais, ouais. Oui, en anglais quand même. Ouais, si. Donc, j'étais vraiment motivée. Si. Et tu l'es toujours d'ailleurs, Et pour parler de motivation, je veux qu'on mette un peu le focus sur ce que tu fais, Meraki. On va parler rapidement de Meraki. Qu'est-ce que c'est Meraki Tech? Que tu as créé, que tu diriges. Depuis quand déjà tu l'as créé, s'il te plaît? Alors, je l'ai créé d'abord aux États-Unis. L'ambition première, c'était de développer des solutions pour le gouvernement américain. Voilà. Ok, d'accord. Donc, je ne cache pas que c'était mon premier projet. Ok. Et ensuite, la vision panafricaine est venue après 2021, donc après Covid. Après Covid. Je suis venue. Il a fallu sortir un peu. Voilà, et j'ai vu que vraiment, l'environnement était assez mûr. Ok. Et j'étais vraiment motivée. Lorsque je suis venue, j'ai côtoyé certains acteurs de l'écosystème aussi, qui étaient déjà installés. J'ai vu qu'il y avait du potentiel. Et tout de suite, ma vision a changé pour devenir vraiment une entreprise panafricaine. Voilà, qui se veut vraiment concevoir des solutions par des Africains pour l'Afrique et pour le reste du monde, parce qu'on ne vise pas que le marché africain, on veut conquérir aussi le monde. Ok, vous l'aurez entendu, on vous a dit qu'aujourd'hui, c'est inspiration. Donc, concevoir des solutions, pas des Africains, pour l'Afrique et pour le reste du monde. C'est ça. C'est ça, la mission des solutions technologiques. Oui. Digitales, tout ça, pour l'ensemble des communautés du monde entier. On démarre aux États-Unis parce qu'on cherche à trouver des solutions pour le gouvernement américain. Oui. Et à la suite, après Covid, on rentre sur Abidjan, on voit qu'il y a des opportunités énormes qui sont là. Et voilà, en tant que fille d'ici, il faut aussi jouer apporter ta contribution à l'essor socio-économique du pays. Et comment est-ce que tu t'y prends? Est-ce que quand tu arrives, tu te heurtes à des difficultés, à des contraintes? Comment ça s'est passé en fait? Est-ce que l'installation de Meraki ici a été facile? Quels ont été tes challenges? Alors, c'était difficile. La raison pour laquelle c'était difficile, c'est parce que lorsque j'étais aux États-Unis, lorsque j'ai créé Meraki, c'était en fonction déjà de mes compétences. Parce que je travaillais déjà sur des contrats pour le gouvernement, pour des cabinets. Donc, j'ai travaillé pour Accenture, pour Booz Allen. Donc, on servait déjà des institutions publiques et c'était basé sur des compétences. Okay. Donc, je me disais, avec mon CV, avec toutes mes références, normalement, ça doit passer crème de pouvoir venir me proposer ces services-là ici, surtout pour les problèmes qu'on a réussi à résoudre là-bas avec les solutions que j'ai développées. Mais je peux naturellement venir les proposer ici. Ici, ouais. Et donc, j'ai fait face à un choc culturel de savoir que, malgré tout mon palmarès de compétences, il y avait beaucoup de challenges, déjà même pour avoir accès à certaines personnes. Et même pour recruter aussi, c'était difficile. C'est pas donné, recruter. Ouais. Donc, lorsque je suis arrivée, j'ai pas monté une équipe tout de suite. J'avais des freelanceurs avec lesquels on travaillait. On n'avait pas de bureau. Donc, ils travaillaient à distance. Et puis, lorsque je démarchais certains contrats, ils les exécutaient. Donc, c'était vraiment une phase, si on peut dire, test. Et
pour ceux qui me connaissaient, ils ont commencé à savoir que je faisais des prestations. J'avais aussi fait une consultance à la BAD pendant 7 mois. Donc, ça m'a permis de voir un peu ce qui se fait, l'environnement, me faire un peu quelques contacts. Donc, les gens commençaient à solliciter nos services. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'agrandir l'équipe. Étant donné qu'on avait quand même des requêtes, c'est ça. Donc, mon 1 ou 2 développeurs, là, ça ne suffisait pas pour prendre en main vraiment des projets sur plusieurs mois. Donc, j'ai décidé de prendre quand même un chef de projet, une chef de projet, davantage de développeurs. Donc, essayer de monter une petite équipe qui allait pouvoir m'aider à piloter. Et étant donné que j'étais toujours employée à temps plein. Aux États-Unis. OK, donc, j'ai commencé mon activité, on va dire, avec un pied dedans, un pied de l'autre côté. De l'autre côté. Oui, parce qu'il fallait voir d'abord le potentiel avant de tout laisser. C'était pas tous les œufs dans la même... C'est ça. OK. Donc, c'est pour ça que je m'appuyais vraiment sur cette équipe-là pour délivrer, pour travailler, exécuter, pendant que moi aussi, là-bas, mon emploi permanent me permettait de financer aussi. Exactement, c'est ce que je voulais dire justement, parce que question financement. Exactement, il fallait leur acheter des ordinateurs, il fallait prendre un petit, donc on a commencé dans 2 pièces, donc il fallait meubler, donc c'est un peu tout ça, en attendant de pouvoir travailler sous nos propres fonds générés par l'activité, donc c'est moi qui investissais dans l'entreprise. Tout à fait. Et aujourd'hui, ça fait, dans 2021-2025, on est à 4 ans? On est à 4 ans. Donc, 2021, je mets cette année entre parenthèses parce que, bon, c'était vraiment... c'est une étude de marché, regarder... Exactement. C'est essayer de se faire connaître. Et donc, 2022, c'est vraiment là où on a commencé. Donc, bientôt, fin 2025, ça va faire 3 ans. C'est ça, 3 ans. C'est quoi ton petit bilan vite fait, hein? Ton petit bilan, est-ce que c'est... Tu as bien fait de revenir, l'Afrique en a vraiment besoin. Est-ce que tu apportes des solutions réellement à tes différents clients qui te sollicitent? C'est quoi leur retour par rapport à ce que tu apportes? Quel est le rôle justement aussi de tous tes collaborateurs qui sont des locaux dans ton business? Alors, en 3 ans d'activité, le bilan commence à aller. Parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps dans le noir. C'est vrai, on monte une activité, on a beaucoup d'ambition, on a tous nos projets. Trop. Mais la réalité du terrain, ça donne un gros coup de poing au départ. Donc, c'est vraiment ceux qui sont les plus résistants et les plus endurants qui arrivent à faire Comme Durand, d'ailleurs. Et donc, oui, donc 2022-2023 étaient des années très, très challenging. C'était des années où mes collaborateurs venaient, quelques mois après, ils partaient dans des plus grandes boîtes, où déjà même la façon de facturer les clients, pour moi, je n'avais pas encore stabilisé mon modèle économique. Donc, pour un client, je peux dire un prix X, un autre client, c'est un prix Y. Donc, tout ça, ça fait partie de l'apprentissage. Exactement. Moi, je ne crois pas en commencer quelque chose quand tout est parfait. Non. On a tout maîtrisé. Donc, je suis venue vraiment avec mes faiblesses. Avec une expérience limitée du marché, mais j'étais prête à apprendre. Et j'ai appris auprès de ceux qui étaient là, j'ai appris auprès de mes aînés, même de mes collaborateurs. Je leur demandais, mais vous-même, vous en pensez quoi? On est en train de vendre une solution de facturation. Est-ce que vous pensez vraiment que le marché est prêt? Donc, ils nous disaient, il faut ajouter ça. Il y a des femmes au marché. Par rapport à c'est ça. En réalité, il y a des femmes au marché qui ne savent pas lire. Madame, peut-être ajoutons des images comme ça, quand ils voient, ils peuvent cliquer. Donc, c'était des petites choses sur lesquelles je me suis ajustée grâce à ces personnes-là qui étaient autour de moi. Et donc, ça a fait qu'à partir de 2024, on a commencé à sortir la tête de l'eau. Mais c'était quand même très, très difficile. Mais super. Après, comme on a dit, on te sait très forte, très brillante, mais aussi avec un fort leadership. Donc, moi, ça ne m'étonne pas qu'au bout de 2 ans, on va dire ça comme ça, 2 ans, bientôt 3 ans, tu aies pu capter pas mal de collaborateurs qui t'aident justement à faire avancer ton business, mais aussi d'avoir cette humilité-là, d'aller à l'information, même si c'est toi la boss. Et ça, c'est en ce sens qu'on reconnaît aussi les grands leaders, cette capacité de demander. Écoute, Meraki, ça veut dire quelque chose? Oui, Meraki, c'est un concept qui provient du grec.
OK. Alors, pour ceux qui vont faire des recherches, c'est difficile de traduire l'essence même du mot, mais ça veut dire être passionné. Être passionné. Mais la manière dont les Grecs le définissent, c'est beaucoup plus qu'un mot passion, c'est mettre vraiment tout son être dans ce qu'on fait. Et lorsque je créais l'entreprise, bon déjà, il y a quelqu'un qui a dit, mais pourquoi c'est pas un mot africain? Au départ, c'était pas pour l'Afrique d'abord. Ouais. Donc, moi, le concept d'être passionné, je me voyais tout de suite là-dedans parce que toute ma vie, tous les choix que j'ai faits, j'ai suivi mon cœur. Ouais. Et donc, des choix passionnés. Voilà, donc ce sont ces choix-là. Donc, quand dans mon brainstorming, dans mes voyages, parce que j'avais été à Santorini et quand j'ai compris, je dis waouh, c'est beau comme concept. Ouais. Donc, dans tout ce qu'on fait, on doit mettre une partie de soi. Parce qu'eux aussi, ils croient qu'il y a une partie de Dieu en nous. Donc, c'est cette partie-là qui nous drive dans Voilà, tout ce qu'on exactement. Fait. Donc, c'est ça le concept de Meraki. OK. Donc, tout à l'heure, on a dit que tu avais plusieurs casquettes. Hein, et je vous ai fait la promesse de vous révéler, dévoiler toutes ces casquettes-là. À part Meraki, qu'est-ce que tu fais d'autre encore? Alors, à part Meraki, j'ai une agence marketing aux États-Unis. OK. Oui. Okay. Qui porte le même nom. Meraki. Oui, qui s'appelle Meraki Agency. Okay. Dans laquelle on fait du marketing digital. On a aussi des assistantes, des assistantes virtuelles. Ouais. Voilà, qu'on place aux entreprises. Aux entreprises pour les aider à faciliter. En tant qu'assistante exécutive. Vous savez, là-bas, aux États-Unis, les gens n'ont plus le concept de ma secrétaire qui est assise. Ouais. À deux pieds. Tout peut se faire par téléphone, par ordinateur, tout ça. Oui. Donc, j'ai un staff de 9 personnes qui sont des femmes, donc des assistantes qui travaillent pour des entreprises, pour le service, qui assurent le service client de ces entreprises-là et qui travaillent aussi pour certains entrepreneurs qui ont besoin d'un bras droit. Un numéro 2 qui fait tout, qui touche à tout, qui répond aux appels, qui répond aux mails, qui cale les rendez-vous, qui planifie les voyages, tous leurs déplacements. Et ça, je l'ai commencé depuis la pandémie. J'ai commencé avant même de commencer Meraki Tech. D'accord. Et deuxième activité, j'avais eu une entreprise de technicien de surface que j'ai vendue d'ailleurs en début d'année. Oui, parce que ça devenait quand même prenant. Donc, ce qu'on faisait, on recevait les contrats de nettoyage, de maintenance. Même la peinture. Et donc, je travaillais avec des handyman, des femmes qui nettoyage dans les bureaux, la peinture dans les bureaux, faire nettoyer les vitres. Donc, ça, je l'ai fait aussi depuis 2020. 2020, OK. Et donc, j'ai dû le vendre parce que je ne m'en sentais plus. Avec tout ça comme activité. Et mon mari me disait, il faut faire un choix là. Il faut faire un choix, ça devient chaud. Pardon. J'arrive pas à te voir. Ça, et c'était vraiment demandant. Surtout lorsqu'on a des appels d'offres. Par rapport tout ce qui est technicien de surface, il faut aller voir le local. Exactement. Il faut parler aux responsables logistiques, faire les mesures, pouvoir faire le pricing, ça, et étant donné que je voyageais beaucoup avec Meraki Tech, je ne pouvais pas être en même temps à Abidjan ou à Lomé, en même temps on m'appelle pour un appel d'offres. Donc, c'était devenu compliqué. Donc, c'est une activité qui exigeait quelque part ta présence. Beaucoup de présence. Donc, heureusement, j'ai trouvé une structure qui a voulu racheter la boîte. Et on a fait... Ce qui est intéressant aux États-Unis, là, on rachète vite comme ça. Oui. Quand c'est chaud, on rachète. On n'est pas encore arrivé à ce stade. Mais bon, on va y arriver. Non, on est confiant. Hein. On est confiant dans tous les cas. Il n'y a pas de problème. L'écosystème se met en place tout doucement. Ça vient. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voulais... Avec mon mari, on investit dans l'immobilier. Donc, d'accord. On achète des maisons qu'on tape, qu'on retape et qu'on vend ou qu'on met en location. D'accord. Donc, ça, c'est... C'est quoi, Meraki Imo? Mais non. Faut pas me donner des idées. Meraki Imo, c'est pas loin. En fait, tech, Meraki Agency, tout ça. Mais bon, non, il n'y a pas de problème. Et je sais aussi que sur le plan associatif, tu es très impliqué. Surtout en Côte d'Ivoire ici, au niveau de ton lycée. Oui, alors j'ai été élue présidente de l'ALISMA USA, donc du chapitre des États-Unis, toutes les anciennes du lycée Sainte-Marie qui se sont retrouvées aux États-Unis. Et donc on essaie de vraiment créer un pont entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire et le lycée Sainte-Marie ici.
ces jeunes filles qui ont pour ambition d'aller étudier, comment est-ce qu'on les accompagne et qu'est-ce qu'on fait même pour valoriser l'éducation qu'on a reçue aussi à l'extérieur pour continuer de porter cette excellence, cette culture vraiment de l'excellence. OK, donc on parle d'excellence, culture de l'excellence. Ici, chez nous, l'excellence est le point de départ. Et c'est déjà top tout ce qu'on vient de voir, beaucoup de choses que tu arrives à faire, amener, comme j'ai dit, c'est dans l'âme des leaders, d'avoir cette capacité-là, de pouvoir lâcher quand il faut lâcher. Et justement, cette leçon de dire, OK, mon entreprise d'entretien, je laisse parce qu'aujourd'hui, ça en fait trop. Je risque de ne pas être excellente là-bas. Et ça, c'est vraiment une leçon assez forte parce que c'est pas tout le monde qui arrive de nos jours à se dire, OK, je laisse tomber parce que je risque de mal faire, voilà, et de décevoir mes clients. Tu vois, donc, je vais me concentrer sur d'autres choses et permettre à peut-être un racheteur, justement, de continuer l'aventure. Et ça, c'est très excellent. Écoute, comme je disais, c'est 15%, 20% de ton parcours. Et on va passer à une autre phase où, franchement, comme je dis, c'est vraiment qui tu es qui nous intéresse vraiment dans ce podcast, tu vois. Et, on va parler de vision, d'origine un peu. Et pour la première question, j'ai juste envie de te demander quelle vision te pousse à te lever chaque matin? Ouais, quelle vision te pousse à te lever chaque matin? Qu'est-ce qui te donne ce carburant-là, voilà, cette énergie-là de dire j'y vais quoi? Pour moi, je crois beaucoup à l'héritage. Okay. À l'héritage, pas forcément financier, mais en termes de modèle de vie. Okay. Et donc, tout ce que je fais, je pense à mes enfants. Laisser des traces, je pense, oui. Je pense au patrimoine, voilà. C'est le Qu'est-ce que je vais léguer? Voilà. Okay. Et donc, depuis l'adolescence, je me suis toujours battue pour déjà monter un bon exemple. Il faut savoir que j'ai eu mon fils très tôt. Ah ouais, à quel âge? Très tôt. Wow. On a dit que ce qui est fou, c'est rendre fou, n'est-ce pas? Donc, tu as eu un fils très tôt. Oui, lorsque j'étais encore au lycée. Première terminale, seconde terminale. Allez, seconde. Seconde. OK, super. Fin de seconde. Bon, fin seconde. OK, mais ça, je pense que ça mérite qu'on s'y attende un peu. Donc, tu as eu ton premier fils, on va dire quoi, ton fils? Oui. Quand tu étais en seconde. Oui. En Côte d'Ivoire. Oui. Et tu étais en seconde, ça devait être dans les années 2006. Oui. 2005-2006. C'est ça, le scandale. Ah oui, qu'est-ce que ça a créé dans ta vie? Choc. Qu'est-ce que ça a créé dans ta vie? À l'époque, beaucoup de douleurs. Que j'ai utilisé comme carburant, hein, finalement. Mais il faut dire que c'était les 2 années qui ont suivi étaient très, très difficiles. Qu'est-ce que c'était difficile, en fait? Qu'est-ce que c'était difficile? Tes parents, le regard des gens, toi-même, ta personne, tu n'arrivais plus à gérer. Qu'est-ce que c'était quoi? Alors, la première difficulté, c'était déjà de pouvoir finir l'école. On sait très bien que lorsque une jeune fille tombe enceinte, on se dit, ah ben ça y est, c'est la fin. Elle va abandonner, elle va s'occuper de son enfant, elle va plus être concentrée. Donc, pour moi, le premier challenge, c'était déjà la décision de savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je garde cette grossesse? Est-ce que je m'en passe? Donc, c'est déjà le premier, la première décision à prendre. Oui, donc je décide de garder parce que, voilà, mes parents m'ont dit, il faut assumer, prends tes responsabilités. OK. Ils ont été cool là-dessus? Non. OK, mais tu gardes. Mais je garde. On n'est pas d'accord pour ce qui t'est arrivé, mais c'est ça. Tu vas assumer. Donc, donc, deuxième chose, c'est le regard des gens. Déjà, étant dans une école de filles. De filles qui prônent l'excellence avec pas mal de slogans qui prônent la perfection. Donc, j'étais devenue une tâche dans ce dispositif parfait. Et donc, je participais pas à tout ce qui était trop public. Ouais, on te cachait. Voilà. Le mouton noir. Et donc, ça murmurait aussi. Ouais. Donc, vraiment, j'ai fait quand même une année très, très difficile. Psychologiquement, non, c'était lourd. C'était lourd. C'était vraiment lourd. Mais j'avais quand même des personnes, des copines qui étaient très, très, très agréables, qui étaient là, qui prenaient de mes nouvelles, malgré le fait que je cachais, mais elles savaient que, voilà, j'étais quand même... Et par la grâce de Dieu, je suis restée concentrée, même par rapport à mon rendement. À ton rendement. Donc, j'ai continué mon parcours en C. Jusqu'à terminal C. Oui.
même si tout le monde dit, ah, mais tu es sûr que c'est pas trop dur pour toi? Il faut aller peut-être en art. Je dis, mais si moi je veux faire, parce qu'à la base je voulais être économiste, pour ce que je veux faire, il faut que je reste. Dans le C. Voilà. Donc c'était, bon, c'est comme ça que j'ai fini l'année, que mon fils est né et que maintenant je suis devenue maman et que j'ai la responsabilité, que ce que ma mère me répétait tout le temps, maintenant, c'est ta responsabilité. Qui est là, Donc, moi, je vais faire le nécessaire très, très tôt. Et elle m'a dit, je vais faire ce que je peux pour t'aider, mais c'est ton problème. C'est ton enfant. Donc, je ne pouvais plus sortir. Si tu veux sortir, tu vas avec lui. Tu vas le surveiller. Voilà, donc vraiment, j'ai eu à prendre mes responsabilités très tôt et à me battre pour lui. Parce que maintenant, tu as ce petit être qui est là. Donc, moi-même, je n'ai pas fini d'être enfant. Et puis, un enfant. Voilà. 2 enfants, je dirais pas un. C'est ça. Donc, ça m'a fait faire beaucoup de sacrifices tôt. Lesquels, par exemple? Les sacrifices de ne pas peut-être sortir, de ne pas participer à... De te concentrer sur quelque chose, de te donner à fond. Parce que les filles de 17 ans, voilà, c'était les balles par-ci, par-là. Si. Je suis à la maison avec mon enfant. Oui. T'as pas fait gasoil beaucoup? Non. Et puis bon, ça m'a quand même traumatisée. Donc même après cette expérience, j'ai eu du mal à aller de l'avant, même en tant que personne, ou dans ma vie personnelle. Pourquoi? Ça t'a fait manquer de confiance en toi, arrivé un moment? Ou c'était quoi? C'était dû à quoi? C'était dû au fait que je ne voulais pas commettre la même erreur 2 fois. Ok, donc tu faisais énormément attention. Oui, mais j'étais restée enfermée, refermée sur moi-même aussi. Donc d'où le côté introverti pendant longtemps. Et j'avais peur des hommes aussi. On ne sait jamais. Donc voilà, je suis vraiment restée mais tranquille pendant un bon moment, jusqu'à ce que j'aille aux États-Unis. Et même ça, la séparation était dure parce que j'ai laissé mon fils pour partir. Il n'avait que 2 ans. Il ne me connaissait pas beaucoup. Bon, à 2 ans. Voilà. Et j'ai raté beaucoup de ses premiers tours, quoi. Aller à l'école, être en... Parce que quand tu es parti, tu as fait combien d'années avant de revenir? Alors... Je suis revenue 3 ans après. Ok. Mais lui, il m'a rejoint quand même à l'âge de 11 ans. Donc, on a fait un peu ce yo-yo pendant un bon moment. Pendant un bon moment. Donc, je me cherchais. Tout ce que je faisais, dès que je suis arrivée aux États-Unis, c'est comment envoyer de l'argent à maman. Pour gérer ton petit. Voilà. Donc c'était les Josie. C'était pas beaucoup. Je tressais. Moi, j'avais jamais tressé quelqu'un de ma vie. Mais dès que je suis arrivée là-bas, on m'a dit, ah, mais il faut te rapprocher. Il y a des dames qui ont des salons, elles peuvent te laisser travailler. Donc je partais. Moi, je sais même pas comment. J'ai commencé à tresser. J'ai commencé à faire le ménage. D'où mon entreprise après. Donc j'ai commencé à faire tout ça pour aider maman, ton fils et elle-même aussi. Voilà, elle-même, et puis pouvoir même chercher un billet, ne serait-ce que pour venir les voir. Parce que moi, mon père, il était assez radical. Je vous aide sur les études, mais si vous voulez venir vous balader à Abidjan, vous venez à vos propres frais. Voilà. Donc, tu cherches ton argent, tu viens faire tes vacances. On n'a pas de problème avec ça. Mais si tu comptes sur moi, la paix. Donc, il fallait économiser pour acheter un billet qui est très, très coûteux. Pour assurer même quand tu arrives aussi. Ramener des cadeaux pour des gens. Donc, ça fait que je ne venais pas souvent au début. Ça coûte, Mais bon, après, par la grâce de Dieu, lorsque j'ai fini mon diplôme, j'ai commencé à travailler. Donc, je pouvais maintenant venir un peu plus souvent et puis ramener mon fils. Super. Ok, donc pour revenir, c'est que déjà, comme je te demandais, la vision que tu as, c'est de laisser un héritage. Un héritage, des traces, pour que tu puisses avoir quelque chose si jamais tu n'es pas là. Ou même quand tu es là, qu'ils sachent qu'il y a quelque chose. Laisser des traces pour les inspirer. Et ce choc que tu as eu, enfin ce cadeau finalement, tu as eu parce que je suppose qu'aujourd'hui ton fils il est devenu grand. Ah oui, il a 18 ans, bientôt 19 ans. Ta fierté. C'est mon sac à main, on a tout fait ensemble. C'est ton petit frère limite. Oui. Voilà. Donc, et il me voit. Donc c'est pour ça que quand je parlais d'héritage, quand je parlais de laisser quelque chose, c'est pas seulement l'argent, mais c'est aussi
le style de vie, voilà. Voilà. Et il voit comment je me suis levée, comment je me suis battue, chaque fois qu'on était ensemble, voilà. Les chercher des marchés, comment je viens, il me voit, parfois il tombe sur un lien. Ah, j'ai vu un truc de Meraki. Il sait que vraiment, pour avoir un résultat dans la vie, il faut mettre du travail. Pour avoir un résultat dans la vie, il faut mettre du travail. Très, très. Il n'y a rien qui est facile. Moi, je lui dis tout le temps, tout ce que vous voyez sur les réseaux, peut-être que c'est la finalité de quelqu'un, mais parfois on a tendance à comparer nos débuts à la finalité de quelqu'un d'autre. Et il y a un disconnect qui est là. Donc, il faut travailler. Donc, moi, je veux leur montrer cet exemple-là. Je me lève à 4 heures, quand ils se réveillent, qu'ils ont encore les yeux fermés, moi, j'ai déjà tout préparé. Et ils voient qu'ils ont une mère qui travaille, voilà, qui bosse et que l'argent sort pas, ça tombe pas du ciel. Quoi. Ouais, super. OK. Mais c'est top. Je suis, comment on va dire ça, subjugué par cette histoire, tout ça. Et j'ai envie de te demander, de tout ce que tu viens de nous raconter, qu'est-ce que cela t'a permis d'apprendre assez tôt de la vie que les autres n'ont pas appris, en fait? Alors, ce que j'ai appris très tôt, je l'ai appris de ma mère, 2 choses. La vie n'est pas juste, n'est pas toujours juste. Parce que parfois, on a l'impression que la vie nous doit tout. Parce que tu es né, bon, voilà, les choses doivent se passer pour toi, voilà, parce que tu vis bien, tu es correct, tout va t'aller, tout va te réussir. Et elle nous a toujours dit, ma sœur et moi, la vie ne sera pas toujours juste, ça ne sera pas toujours tendre avec. Est-ce que ça veut dire, il ne faut pas vous dire que si je m'attends à X, je vais avoir X, en fait. C'est ça. Il peut y avoir des surprises. Voilà, surtout les surprises. Les surprises, il faut pouvoir les gérer. C'est aussi, tout ne va pas toujours rouler comme vous voulez. Voilà, il y aura des interruptions, il y aura des choses où parfois même... C'est injuste. Limite, tu te dis, mais attends, pourquoi Dieu même, il permet ça? Mais c'est la vie. C'est la vie. Donc, chacun a un rôle à jouer. Tu prends ta croix, comme on dit parfois chez nous, et puis tu la portes tranquillement sans broncher. Donc, elle nous a préparé à ce que il y aura beaucoup d'embûches sur notre chemin. Et puis, la deuxième chose, c'est tu reçois ce que tu donnes à la vie. Ça... Tu recolles ce que tu sèmes. Oui. Donc, c'est vraiment dans le style de vie, toujours faire du bien. Même si par derrière, c'est pas sûr que ça va te revenir, même si la personne même qui est en face de toi, tu sais que la personne ne mérite pas, fais ce que tu as à faire. Et nous, on l'a vu avec elle. C'était une femme très battante qui, limite, les gens abusaient de sa gentillesse. Nous, on disait, mais attends. Non, tu te fais... Enfin, nous, on est révoltés. Les parents, là, souvent, ils aiment ça. Même toi... On laisse. Ça, donc, c'est quelque chose qu'on a appris. Tu dis, tu sais quoi, moi, je fais ma part, qui est d'être bon, une bonne personne. Et de semer le bien. Voilà. La vie fera. Le reste, bon, il y a certains qui parlent de karma, il y a d'autres qui, bref, en tout cas, comme tu l'as dit, la vie fera. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et parfois, c'est même pas toi qui récoltes, tes enfants récoltent. Oui. Et parce que toi aussi, tu es en train de récolter pour quelqu'un. Voilà, pour quelqu'un. Donc, moi, je suis certaine que, voilà, une partie des bienfaits que je connais dans ma vie, c'est grâce aux sacrifices et aux choses que les parents ont fait pour des personnes. Moi, mes parents, ils sont très généreux avec leur temps, avec leur savoir. Ils ont toujours été entourés de jeunes. Ils ont toujours encadré vraiment des gens. Ils ont été là pour les autres. Oui, ils ont été là pour les autres. Des gens peut-être dont les parents sont décédés, qu'ils ont pris sur eux, payé les études, vie. Donc, nous, on a vraiment, en toute humilité, grandi en voulant aider. Ouais. Ça me rappelle beaucoup de choses, pourquoi je te cours avec beaucoup de passion, parce que ce sont des mêmes choses que des fois, on dit, moi, j'ai dit à mes parents aussi, des fois, tu vois, ta maman est triste, mais tu dis, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, il faut le laisser. Je dis, bon, non, laisse. Mais tous les jours, on tue, on te fait ça. Pourquoi? Il dit, laisse. On te double. On te double. On te prend pour bête. Tu te révoltes en tant qu'enfant parce que tu vois les machinations et tout. Et tu dis, non, laisse. Mon père, c'était pareil, laisse. Et donc, tu l'entends, je comprends ce que tu dis. Et c'est vrai, ce sont des semences qui, quel que soit le temps, vont toujours produire de bonnes graines. Et donc, écoute, de tout ça, finalement, est-ce que tu as une mission, en fait? Est-ce que tu as une phrase qui résume ta mission de vie, de tout ce qu'on vient de voir, de ces déboires, de ces challenges que tu as eu à vivre, des leçons que tes parents t'ont montrées,
la famille dans laquelle tu as vécu aujourd'hui, si tu dois te donner une mission de vie, ce serait laquelle? Alors, une mission, c'est vraiment de montrer, surtout aux femmes, mais bon, sinon ça s'applique à tout le monde, que tout est possible. Aucune porte nous est fermée ou du moins n'est inaccessible. Inaccessible. Peu importe le début, le parcours. Moi, je m'identifie au symbole du phénix. Je ne sais pas si c'est... Mais c'est quelqu'un qui renaît de ses cendres. Parce que moi, j'ai été brûlée plusieurs fois, mais je reviens seulement. Comme dans Mario. Tant qu'on n'est pas mort, tout est possible. Donc, c'est ça. Moi, c'est la preuve palpable que j'ai que c'est possible. Tout est possible. Parce que j'ai vécu des moments où j'étais complètement à terre. Et que, petit à petit, tu te recolles les morceaux, tu te reprends, tu essaies de reprendre le contrôle. Parce que, en fait, tu fais une ouverture à ma prochaine question. Hein, donc, pour ne pas qu'on revienne, j'allais même te demander, pour résumer rapidement ta mission, est-ce que c'est de dire aux gens qui te regardent, que ce soit des femmes, des hommes, de dire que ta mission, c'est de les amener à comprendre que tout est possible. Et comme le phénix, on renaît toujours de ses cendres. Si on devait résumer c'est exactement ça. Et que quel que soit alpha, tout est possible. Et comme le phénix, on renaît toujours de ses cendres. Alors, pour en venir à ce que tu es en train de dire, est-ce que il y a un événement justement déclencheur dans ta vie qui t'a fait prendre conscience de cette mission-là? Puisque tu es en train de dire que tu as été brûlé plusieurs fois. C'est quoi en fait? Quel est cet élément ou cet événement qui est déclencheur, qui te permet d'avoir une telle mission et de parler de valeurs de travail, tout ça? Qu'est-ce qui t'a brûlé? Il y en a eu plusieurs. Et justement aussi qui t'a dit, finalement, je dois changer les choses, comme tu le fais aujourd'hui avec tout ce que tu fais. Oui. Voilà. Mais je vais parler peut-être de celui qui m'a le plus marqué. Exactement. Alors, je n'en ai jamais parlé. Ok. Hey, mesdames et messieurs, c'est l'exclusivité de l'exclusivité. Elle n'a jamais parlé. Ok. Aujourd'hui, elle décide de nous en parler. Mais on va être patient pour écouter, parce que ça va pas être simple, n'est-ce pas? Ça va être quand même un peu difficile. Mais bizarrement, avec ce podcast, je me sens un peu... Yes. Le but, c'est d'inspirer. Et on a Stéphanie aujourd'hui qui est vraiment prête à s'ouvrir. Pas pour moi, pas pour son ami Alain, non. Mais je pense que pour ces personnes qui vont nous regarder. Et puisque ta logique, justement, c'est l'héritage, je pense que c'est ça aussi le but. Partager, c'est laisser quelque chose qui peut inspirer. Donc, écoute, sois à l'aise. Nous, on va apprendre aussi. Et je sais que moi-même, je suis déjà édifié. En sortant d'ici, ça sera encore plus l'avantage. Alors, vous savez qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de religions, d'églises révélées, etc. Ouais, énormément. Donc, j'ai eu la mésaventure de me faire avoir dans une secte religieuse qui avait quand même une emprise sur moi pendant 3 ans, 3 bonnes années, pendant lesquelles je n'étais plus moi-même. Bon, quand je dis pas que j'étais envoûtée ou quoi que ce soit, mais... C'est un peu tout comme quoi. Oui. C'était plus toi. Donc, j'ai rejoint volontairement, sans savoir, bien sûr, sans savoir ce qui se tramait derrière les beaux sourires de « oui, ma sœur, voilà, on est ensemble, ceci ». Donc, vous savez, la vie aux États-Unis, tout comme en France ou à l'étranger, elle est très solitaire. Donc, parfois, tu te retrouves... à rechercher quand même une sorte de communauté. Qui te permet de te retrouver de temps en temps. D'appartenance à quelque chose. Donc, je me suis retrouvée dans un groupe qui paraissait être un groupe de chrétiens. Donc, moi, j'ai grandi catholique, mais bon, j'ai toujours été un peu curieuse sur d'autres sphères. Donc, je suis entrée dans cette secte et j'ai été emballée dans leur façon de faire, leur pratique. J'ai eu même à couper avec mes parents parce qu'ils ont dit, voilà, il fallait couper avec tous ceux qui... Il fallait couper avec tous ceux qui étaient susceptibles
permet de voir clair C'est ça. dans tout ça. Maintenant, une chose qu'on peut se dire, c'est, mais attends, bon, Stéphanie, elle est brillante, elle a quand même fait des études correctes. Comment elle a fait pour entrer dedans? Jusqu'à présent, je ne sais pas. Toi-même, tu sais pas. Ils sont tellement subtils. Ouais. Je ne sais pas. Et tu as fait 3 ans. J'ai fait 3 ans dedans. Et qu'est-ce que tu as vécu dans cette aventure-là, assez marquant? Ouais. Bon, et aujourd'hui, tu n'en reviens pas, en fait. Oui, ils m'ont enlevé mon identité. J'avais même un autre nom. Et comme j'ai dit, je n'avais pas je parlais, bon, ils m'ont fait couper avec mes parents, mon fils, j'ai été isolée, j'ai reçu certains d'eux chez moi, qui habitaient chez moi. En fait, j'étais j'étais dans un nouveau monde. Un nouveau monde. Oui, j'avais un autre nom. Et voilà, donc j'ai fait comme ça 3 ans dedans, sans savoir vraiment dans quoi j'étais, pourquoi je marchais. Et j'ai perdu beaucoup d'argent. Parce que bon, ça commence comme, voilà, une sisterhood, un brotherhood, on est ensemble. Et puis après, c'est, il faut payer ceci, il faut faire ça. Payer cela. Et comme j'ai dit, là, nous, on nous a toujours élevés à être quand même généreux. Donc, quelqu'un vient pleurer son cas, tout de suite, bon, ça te touche. Donc, j'étais devenue... La banque. Oui. Donc, j'ai perdu beaucoup. J'ai presque perdu ma maison. Wow. Et je ne sais pas qu'est-ce qui a causé le déclic, mais je commençais à un moment à me sentir un peu trapped. Enfermé? Oui. Dans un piège. Voilà. Donc, de temps en temps, quand même, ma famille me manquait. Les personnes, mes amis me manquaient. Mes amis, même, il y a beaucoup qui m'avaient bloqué parce que j'avais j'étais devenu bizarre. Même les types de messages que je postais, merde. Stéphanie. Donc, je m'étais coupé les cheveux, je portais des accoutrements un peu différents, bizarres, vraiment. Et au moment où j'ai ouvert les yeux, bah, j'avais déjà perdu beaucoup de choses. Même moi-même physiquement, quand tu me regardais, c'est plus toi. Mon aura était partie. Voilà, c'était plus ça. Mais qu'est-ce qui te permet d'ouvrir les yeux? Est-ce que tu sais quelque chose qui s'est passé au point où tu te dis, hey, je suis dans quoi? Réveille-toi, Stéphanie. Mais je pense que j'ai commencé à avoir un peu certains comportements qui ne concordaient pas avec la parole de Dieu. Moi, j'étais entrée dedans pour Dieu. Je me disais, OK, bon, là, je veux quand même me reconnecter avec ma foi. Quand j'étais à Abidjan, j'allais à l'église tout le temps. J'étais dans la chorale, j'étais dans la GEC. J'étais très active. Donc, je voulais retrouver ce sens de communauté. Et malheureusement, je me suis retrouvée dans la mauvaise communauté. Ça avait des pratiques de Est-ce que quand tu as voulu sortir, il y a eu des problèmes? Oui, beaucoup. Il y a eu beaucoup de problèmes. Tu ne pas? Bon, ils m'ont... menacé? Voilà, il y a eu des menaces de mort? Menaces de tout genre. Mais je suis quand même restée, je suis partie, oui. Et ça s'est fait un jour, progressivement? Est-ce que tu es sortie? J'ai dit, ça tu viens plus. J'ai vidé tous ceux qui étaient chez moi. J'ai dit, ça suffit. C'est comme si quelqu'un est venu me sortir du feu, là. Oui, j'ai dit ça suffit. Et après, 2-3 jours après, un jour, j'étais assise, j'ai pleuré un grand coup. Parce que je me suis rendu compte des dégâts. Les dégâts, c'est ça. C'est maintenant que je voyais un peu autour de moi. J'avais personne. Mais qui je vais appeler? Tout le monde a coupé avec moi. Ouais, tu as coupé. Et donc, ils ont continué. Donc, bon, j'appelle ma mère, je lui demande pardon, j'appelle mon père, donc j'essaie de recoller les morceaux. Financièrement, ça va plus. Je me suis énormément endettée. J'ai pris des choses. Attends, mais je me dis, mais quand est-ce que j'ai signé ce truc? J'ai signé des engagements, des... Oui, donc vraiment, j'étais à plat. Et j'ai dû moi-même me dire, écoute, c'est ma faute, je suis mise dans cette situation, mais personne ne va venir me sauver. Donc, c'est comme ça que j'ai recommencé. Déjà, avec mon travail, je me donnais heureusement que je n'ai pas perdu mon travail. Heureusement, mais j'étais peut-être pas loin de le faire parce que les mêmes comportements bizarres là au travail aussi, on me les reprochait. Donc, j'ai cherché un side job, je cherchais un deuxième boulot pour essayer de récupérer un peu d'argent. Ça et là. Voilà, payer mes dettes.
avoir un peu d'économie. J'avais plus d'économie. Donc, ça m'a pris 2 à 3 ans comme ça pour me retrouver. Avant, avant de, voilà, Ouais, de recommencer à de vivre. recommencer à vivre, Ouais. recommencer à m'habiller, à prendre goût à la vie. Parce que Ouais. avant, on disait non, tout ça, c'est éphémère. voilà, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors Donc, que, ouais. donc, Et de cette expérience-là, quelle est la plus grande leçon que tu tires de cette expérience précisément? la plus grande leçon, franchement, ce qui m'a marqué, c'est la rapidité avec laquelle mes parents T'ont réaccepté, enfin, t'ont Oui. accueilli, on va dire ça comme ça. Et ce que j'ai appris vraiment, on n'abandonne pas son enfant. Bon, c'est vrai qu'on entend, on voit dans des films et tout, mais malgré tout ce que... Et je leur ai dit des méchancetés, hein, parce que bon, tu sais, tu penses que tu es dans un truc. Oui, tu penses que tu as la vérité. Oui, tu penses que tu as la vérité. Donc, quand ils te parlent, ah non, vous savez pas de quoi vous parlez, moi je sais. Donc, malgré tout ça, dès que j'ai appelé, que j'ai dit vraiment, Désolé. voilà, je me suis rendu compte de mon erreur, mais on a tous pleuré et c'était comme si de rien n'était après. Hein. Ouais. Donc, on s'appelait tous les jours. Ma mère même voulait venir me soutenir là-bas. Je lui dis non, non, non. Bon, c'est un combat que je dois mener toute seule. Donc, j'avais pas mon fils, j'avais pas ma mère. Et pendant le temps où j'étais dans ma dérision, elle aussi, elle m'avait dit qu'elle va pas m'emmener mon fils. Tant que tu es dans ce truc-là, il vient pas. Mon petit-fils, tu vas pas aller le mettre dans ça. Donc, j'ai pas vu mon fils pendant tout ce temps. Donc, tu vois un peu la culpabilité que j'ai ressentie parce que à cause de mon comportement, j'ai privé aussi cet enfant-là de sa mère, de l'affection de sa mère, de l'amour de sa mère, à cause des absurdités que j'ai laissé entrer dans ma tête. Donc, après ça, quand je suis venue à Abidjan, j'ai essayé de recoller les morceaux et j'ai récupéré mon fils après. Okay. Donc, ça, c'était l'expérience vraiment qui m'a le plus traumatisée. Dans ta vie? Oui. Ouais, j'imagine. Parce que je n'arrive pas à expliquer comment c'est arrivé. C'est arrivé. Moi, je suis quelqu'un d'assez logique. Ouais. Et quelqu'un d'autre m'aurait dit ça, j'aurais dit, mais attends, mais non, attends, quand même. C'est un peu là. Donc, c'était moi, en fait. Non, je sais ce que je dis. Et Dieu a voulu peut-être m'apprendre une leçon. Une leçon de vie pour dire, écoute, des fois, même un peu d'eau dans C'est ça, faut pas juger les autres. Faut pas juger les autres. Ça n'arrive pas Parce que c'était moi, ça. C'était, attends, mais non, ça, c'est pas logique. Ah non, c'est pas vrai, c'est ceci, cela. Alors que moi-même, je suis entrée dedans. Que rien n'est logique. Voilà, c'est ça. Ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Et je pense que c'est peut-être ça le thème aussi de cette expérience. Expérience-là, ça peut arriver. Ouais, donc, c'est d'être modéré, c'est de comprendre ce qui arrive aux gens. Voilà, et de ne pas être dans le jugement. Oui, donc aujourd'hui, quand je vois peut-être des personnes qui dérivent un peu ou bien qui ont certains symptômes, je ne juge plus. Tu ne juges plus. Oui. Non, ça t'a montré J'étais aussi cette personne. Ouais, super. Super, ok, merci pour le partage, hein. Merci pour le partage. Et donc, vous avez compris, hein, faut pas juger. Hein. Ça peut vous arriver aussi, ça peut nous arriver à nous tous. On ne juge pas les gens, on essaie de compatir, si on peut aider, on aide. C'est ça. Sinon, juge pas, n'est-ce pas? Ok, écoute, est-ce que tu serais prête à nous partager tes ambitions? C'est quoi tes ambitions aujourd'hui avec tout ce que tu fais, tes entreprises, l'associatif, ton engagement aussi pour l'Afrique, hein, sur le plan de la technologie, sur le plan des femmes, tout ça. Quelles sont tes ambitions? Ou je dirais, quelle est ton ambition? Ouais. Ok. Cette question, peut-être, la réponse, elle aura 2 volets. Okay. Personnellement, moi, Stéphanie, je veux faire quelque chose, j'ai toujours voulu œuvrer dans l'humanitaire. Dans l'humanitaire? Oui. Ok. Pour les jeunes filles. Dans l'humanitaire pour les jeunes filles, ça serait quoi? Ça serait autour de l'éducation même féminine. Okay. Comment être Comment être une femme accomplie et... aujourd'hui, dans notre temps et que ça soit à la maison, si tu veux être femme au foyer, tant mieux. Comment être une très bonne femme au foyer. Si tu veux être carriériste, comment être une très bonne carriériste. Donc pour moi, c'est ces enjeux-là qui me passionnent. Mais pour arriver là, il faut passer par quelque chose. Pour aider, il faut avoir aussi un peu d'argent. Tout à fait. Mais c'est ça. Donc, en tant que chef d'entreprise, bien évidemment, c'est d'avoir une entreprise qui est cotée sur les marchés de la bourse. Yes. Ça. Ambition de taille. Yeah. Ouais. Et
bon, on veut être vraiment la première entreprise tech, pure tech. Ok, là, c'est vraiment super pour tes ambitions, qui, sur le plan personnel, effectivement, c'est de pouvoir soutenir ces jeunes filles-là dans la formation, dans l'éducation. Et puis, sur le plan professionnel, pardon, c'est de porter ton entreprise jusqu'à la bourse, sinon, voilà, côté à plusieurs bourses. Oui. Et ouais, donc ça dénote d'une ambition forte, puissante, et qui, justement, doit te donner du carburant pour te propulser tout le temps, tout le temps. Quelle est ta définition de l'échec? C'est quoi l'échec pour toi? C'est une très bonne question. Elle a dit, c'est que ça, c'est une vraie question. Quoi l'échec pour toi? L'échec, peut-être, c'est le non-accomplissement d'un objectif qu'on s'est donné, qu'on s'est fixé. Bon, personnellement, je ne crois pas à l'échec. D'accord. Bien vrai qu'il y a eu beaucoup d'objectifs que je m'étais fixés, que je n'ai pas pu atteindre, ou parfois, bon, on ne s'attend pas à certaines interruptions. Mais elles ont toujours, en tout cas pour mon cas, elles ont toujours fait place à quelque chose de plus grand. De plus grand. Oui, chaque fois qu'une porte s'est fermée, une autre, d'une façon ou d'une autre, ça m'a redirigé vers une autre porte qui allait s'ouvrir. Donc, est-ce qu'on va parler d'échec là? On va parler peut-être de déception, mais... Donc, pour toi, c'est clair, l'échec n'existe pas. C'est une illusion. Il peut y avoir des intempéries, des choses qui nous retardent, qui nous empêchent. Mais tant que tu n'as pas abandonné, il n'y a pas d'échec. Tant que tu n'as pas laissé tomber... C'est ça? C'est ce que je dois comprendre dans ce que tu dis? Oui, c'est ce qu'on comprend, c'est ce qu'on doit comprendre. Ouais. Et je me base vraiment sur des expériences personnelles. Est-ce qu'il y a une expérience, par exemple, de façon concrète qui fait sens dans ce que tu dis? Je veux dire, où tu te dis, mais à la fin de la journée, j'ai pas échoué. C'est vrai, je m'étais fixé tel objectif, je ne l'ai pas atteint, mais je suis sur quelque chose d'autre. Oui. Par exemple, j'avais postulé, lorsque je voulais aller aux États-Unis, j'avais postulé à des écoles un peu de prestige, ouais. dans lesquelles je n'ai pas été acceptée. Mais en faisant le parcours que j'ai fait dans l'école où j'ai fréquenté, j'ai rencontré des professeurs incroyables qui m'ont écrit des lettres de recommandation. Le travail à IBM que j'ai eu, c'était grâce à une journée carrière à l'université où j'étais. Et les amitiés que j'ai eu à former, qui jusqu'aujourd'hui restent certaines de mes amitiés les plus tu aurais solides. été ailleurs, peut-être que dans tous les cas, tu n'aurais pas eu le même environnement, donc des choses n'auraient pas été pareilles. Oui, la Stéphanie, à l'âge de 18 ans, qui était déçue parce que je n'avais pas été acceptée à Stanford et autres. On peut dire que ça, c'était considéré un échec. Mais il a suffi de 2-3 ans plus tard pour que je me dise, mais finalement, c'était pas si mal. Et parfois, il y a des circonstances comme ça dans lesquelles on se retrouve où c'est vrai à l'instant T, vu qu'on n'a pas la visibilité long terme, on peut se dire, waouh, c'est la fin du monde, ça vraiment c'est un échec, ou bien j'ai passé tel examen, j'ai pas eu. Mais peut-être que dans la classe dans laquelle tu seras pour repasser cet examen, tu vas rencontrer peut-être, je sais pas, la femme de ta vie, ou bien le professeur qui va t'introduire à ton futur poste. La personne qui va déclencher un peu. C'est ça, donc je crois vraiment à la redirection. Exactement. Et rediriger. On n'échoue pas, il n'y a pas d'échec. On est redirigé et donc, tant qu'on ne baisse pas les bras et tant qu'on est dans le mouvement, dans la dynamique, il n'y a pas d'échec possible. C'est ça, tant qu'on a le souffle de vie. Ok, super. Donc, écoutez les gars, on n'échoue pas. Comme dirait l'autre, c'est Nelson Mandela, non? Que je n'échoue jamais, j'apprends tout. Oui, c'est ça, on apprend. Voilà, on apprend, voilà. Est-ce qu'il y a une croyance limitante que tu as dû détruire dans ta vie pour que tu puisses aller beaucoup plus haut, plus fort, plus loin? Oui, parce qu'on pense toujours que ce sont les plus méritants qui obtiennent des choses dans la vie. Ah non, eux là, eux là, ils sont chanceux. Eux là, leur papa est, leur maman est telle personne. Ça peut arriver, mais parfois, c'est ceux qui veulent et ceux qui osent. Ceux qui osent aller demander. Moi, j'ai pris chez nous à Merakitech des personnes qui ont juste osé venir au bureau déposer leur CV, juste vous rencontrer. Et puis dans la discussion, je me rends compte que la personne quand même a de bons réflexes, c'est quelqu'un de poli, il a envie d'apprendre. Et puis tout de suite, je dis, ok, bon, lundi, il faut passer. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas tapé la tête, il a juste pris le courage, enfin, décidé d'aller demander.
Donc, c'est pour ça que oser, pour moi, avoir cette audace de dire que, OK, c'est vrai qu'il y a la voie conventionnelle, mais j'ai tellement envie que je vais essayer autre chose, une autre approche. Je vais essayer de me démarquer des autres parce que je sais que je peux le faire. Donc, il faut oser. C'est pour ça que je dis, parfois, ce n'est pas les plus méritants qui obtiennent ce qu'ils veulent de la vie. C'est ceux qui savent demander. Même la Bible dit, on n'obtient pas certaines choses parce qu'on demande mal. On demande mal. Oui, donc... Ok. Donc, ce n'est pas les plus méritants qui obtiennent tout. Pas toujours. Mais pas toujours, mais ceux qui osent demander, osent pousser les portes. Voilà, et qui ont vraiment soif et envie de cette chose. Oui, surtout dans le cas de l'emploi, on le voit tout le temps. On a des gens qui défilent dans des entreprises pour demander des entretiens. On les refoule. Et puis un jour, quelqu'un va dire, vraiment toi-même, tellement que tu as insisté, pardon. C'est vrai. On va te trouver, 30 minutes avec le DG. Viens. C'est un peu comme l'histoire de Les Brown, le motivateur, speaker américain, qui racontait son histoire. Il partageait qu'il voulait être animateur radio. Et donc, il a déposé, si tu veux, ses papiers dans une station radio de sa ville. Quand il est arrivé, on dit non, on ne peut pas te prendre. On ne peut pas te prendre parce qu'il n'y a pas de place. Chaque matin, il est là. Il va voir le boss. Il dit, mais toi, tu es passé hier, non? Je t'ai dit qu'on ne pouvait pas te prendre. Il dit, ah ouais, mais c'est aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, quelque chose. Il dit, non, il n'y a rien. Tous les matins, le gars, il est là. Tous les matins. C'est avec un jour, le journaliste ou l'animateur radio qui est venu, il était bourré, il avait bu, il était saoulé et il faisait n'importe quoi. Arrivé un moment, il ne pouvait pas. Et le patron qui était au bout, il écoutait ce qui se passait à la radio. Il a appelé Les Brown. Il dit, Les, est-ce que tu es à la radio? Il dit, oui, je suis là. Je suis à la radio. Il dit, bon, écoute. Il y a l'autre là qui allait un peu truc. Est-ce que tu penses que tu peux faire quelque chose? Il dit, mais bien sûr, je n'attends que ça depuis. Et donc, lui, il appelle sa femme, sa maman, sa famille pour dire, connectez-vous parce que tout à l'heure, vous allez entendre ma voix. Donc, c'est vraiment, cette histoire, en fait, de Les Brown, moi, ça me fascine. Ça montre à quel point, quand on veut quelque chose, il faut tout faire pour l'avoir. Tout faire pour l'avoir. Oser. OK. Mais c'est top. Ça m'amène à te demander, est-ce que dans cet élan d'audace et autres, tu as une discipline personnelle que tu t'infliges à toi? Enfin, t'infliger, c'est un peu trop dit, mais est-ce que tu as une discipline personnelle, quelque chose que comme une certaine rigueur que tu mets dans tes façons de voir le monde, d'agir, de faire, de ne pas faire, qui te permet d'aller de l'avant? Bon, déjà, sur l'aspect moral, déjà, tu balises. Voilà. Tout ce que... On parle d'oser, mais bon, il y a quand même des limites. Donc, il y a certaines choses que je me refuse à moi-même de faire, de me compromettre, par exemple, pour avoir des marchés ou pour frapper à certaines portes. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas faire. Je ne vais pas, mentir sur des applications pour avoir je sais pas moi, du financement, du travail. D'être intègre, honnête. Parce que ça rattrape toujours ce genre de choses. Mais quand on parle vraiment de principe, pour moi, déjà, c'est d'identifier ce qu'on appelle des non-negotiables. Donc, qu'est-ce qui pour moi est important d'avoir à une période donnée de ma vie. Et qu'est-ce qui, pour moi, est un deal breaker. Voilà. Donc, tant que je reste vraiment, je suis consciente de ces deux facteurs-là, tout est possible dans la limite de ce que je suis capable de faire. Donc, pour moi, par exemple, me lever tous les matins à la même heure. Donc, j'ai une routine où... Exactement. C'est que le 5 heures. 5 heures. Et c'est quoi quand tu te lèves, c'est quoi ton enchaînement? Bon, la plupart du temps, c'est direct travail. Parce que quand je me lève, déjà, j'ai plusieurs notifications. C'est vrai, les scientifiques disent de ne pas toucher au téléphone, au réveil. Malheureusement, bon, on n'y peut rien. Donc, je commence tout de suite à répondre à des messages. Je fais mon thé. Et puis, pour te réveiller bien. Oui. Et puis, je commence. Parfois, je fais du sport quand je sens que vraiment j'ai besoin. J'en ai besoin. Oui, donc j'aime beaucoup le sport. J'ai toujours été un peu athlétique. Bon, à une époque. Mais j'essaie quand même chaque semaine d'avoir 2 jours, 2 jours de sport vraiment calés. Et puis le reste, c'est yoga, des petites choses à la maison que je peux faire.
Et après, c'est carrément des calls, des démos, des réunions avec mes équipes toute la journée. Ouais. Franchement, parfois, je mange à 16 heures. Parce que voilà, Ouais. midi, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une urgence, il y a toujours quelque chose. Ah, Et c'est le soir vraiment que j'arrive à peut-être souffler un peu, penser à moi, ouais. la famille. Et comment ta famille, puisque tu vis avec tout le monde, non, je veux dire, Oui. comment ils prennent ça? Aujourd'hui, ils sont habitués. C'est vrai que quand ma routine a changé un peu, où j'étais vraiment... je suis passée de, voilà, je vais au travail, je reviens à 18 heures, je suis à la maison. J'ai pas beaucoup de choses à rattraper en soirée, donc je suis vraiment disponible. On regarde la télé toute la nuit. Aujourd'hui, les soirs, je suis épuisée. Ouais. Parfois, même ma voix sort plus. Ouais. Et donc on s'est ajusté en termes de routine. Et c'est vrai que j'ai un mari qui est très, très, très engagé dans ce que je fais. Donc, il m'aide beaucoup, il me soutient. C'est mon premier, vraiment, c'est mon premier cheerleader, si je peux dire ça. C'est ça, ouais. Oui, donc quand j'ai besoin de m'attarder un peu sur certaines choses, il prend le relais. Il prend le relais. Il prend toujours le relais parce qu'il croit vraiment en ma vision. Ta vision. Donc, c'est quelque chose qui me permet même d'être la femme que je suis aujourd'hui. Je n'aurais jamais pu y arriver sans lui. Sans avoir le soutien familial que j'ai. Que tu as, ouais. Oui, et à mon fils aussi qui aide. Qui aide aussi. Donc, en termes de ménage, faire quelques courses parce qu'il conduit maintenant. Donc, je peux l'envoyer aller faire des courses pour la cuisine ou bien aller au pressing. Il y a des petites courses que ça me décharge. Ça te décharge. Donc, aujourd'hui, la famille, on va dire, se met ensemble aussi pour t'aider. Oui, c'est mon support système. J'aurais pas pu être celle que je suis aujourd'hui sans avoir ce support-là. Comment gérer une entreprise à temps plein, gérer ma famille à temps plein, et puis prendre un peu soin de moi aussi. Ouais, quand même. Oui, parce que ça aussi, c'est nécessaire. C'est important. C'est très important. Et comment, dans l'aspect famille, comment tu appréhendes l'équilibre, je veux dire, vie professionnelle et vie privée dans vie de famille? Alors moi, je pense qu'il n'y a pas d'équilibre. Je pense que... moi, j'ai déjà dit ça. Je t'écoute, donc ça fait 2 personnes. Je me sens pas seul. J'ai essayé de tourner la question à chaque fois, même faire des introspections. C'est difficile de trouver un équilibre. Il y aura toujours un endroit qui va souffrir. Ouais, à certains moments. Oui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est une rotation. Par exemple, je sais qu'en semaine, pour moi, c'est difficile d'être vraiment 100% famille. Donc, en semaine, toute mon énergie va dans le travail. Les week-ends, les week-ends, toute mon énergie, c'est les activités des enfants, c'est nos petites sorties, c'est un film le soir en famille, tous ensemble. Et on planifie tout ça. Donc, déjà, peut-être un mardi, le week-end, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez aller au glacier? OK, vous voulez voir tel movie? Donc, il n'y a pas d'équilibre. On fait avec. Et c'est pour ça que le choix de partenaire est très crucial. Le choix de partenaire est très crucial dans l'équilibre ou non-équilibre, en tout cas, de ces deux modes de vie-là. Sinon, s'il ne comprend pas ou bien elle ne comprend pas, ça devient une source de stress. De stress, exactement. Là où tu aurais voulu son soutien parce que tu n'étais pas disponible, c'est de te dire, mais pourquoi c'est ça, en fait. Non. Franchement, je passe mes journées, je n'ai pas à m'inquiéter de ce qui se passe à la maison. Parce que tu sais que ton époux, il va... Voilà. Bon, lui aussi, il a son activité, mais sachant que, par exemple, tu as Abidjan actuellement, par exemple, je suis à Abidjan, donc il essaie de descendre un peu tôt, récupérer les enfants, les apprêter, la nourriture, c'est déjà géré. Donc, on s'organise. C'est pour ça qu'il y a une communication. Exactement. À chaque fois que j'ai des engagements, je partage tout mon calendrier, tout ce qu'il y a à venir. Donc, il est au courant de tout ce que je fais, même quand je suis en déplacement. En Guinée, à Abidjan, au Canada, il sait, j'ai tel rendez-vous à midi. Donc, il connaît vraiment tout mon planning. Oui, ça permet d'être à l'aise. Et puis de s'organiser. Donc, je parle aux enfants en soirée, avec le décalage horaire. On gère. Non, mais super. Moi, je suis content pour ton honnêteté parce qu'on a entendu tellement de choses sur ce sujet-là d'équilibre et autres. Et moi, je partage carrément ton avis parce que quand je regarde ma vie, j'arrive pas à créer cet équilibre-là. Voilà, on est là. Des fois, moi, je reste ici qu'à 2 heures. Je peux repartir, revenir.
Voilà. Et puis, il y a des moments où voilà, tu as un peu de temps que tu consacres beaucoup à la famille. Tu fais, voilà. Mais il y a un moment pour toute chose. Et voilà. Du coup, il y a d'autres modèles qui existent. Je pense que merci de partager ton expérience par rapport à ça. Est-ce que tu as une définition du succès, par contre? C'est quoi le succès pour toi? Alors, moi, je pense que c'est un sentiment. C'est pas tellement des box qu'il faut marquer, checker à chaque fois, oui. Il faut des cases qu'il faut coucher. Il y a des moments où j'ai l'impression que je connais ce succès-là. Parfois, lorsque je suis assise sur ma terrasse, les enfants jouent au basket, ils sont heureux, ils courent un peu partout, j'ai mon petit mojito. J'ai l'impression que voilà, j'avoir réussi. Le succès. Oui. C'est pas grand-chose, mais c'est cette paix du cœur. Peut-être que c'est pour moi personnellement, c'est une certaine paix où tu te dis vraiment les personnes que tu aimes autour de toi, ils sont en joie et tu arrives quand même à subvenir à leurs besoins. Et voilà, si ma mère veut peut-être voyager, aller, je sais pas moi, au Cap-Vert, si j'ai la possibilité de l'offrir, le voyage. Voilà, offrir ce voyage-là pour moi, je me sens très, très accomplie. Donc, ce sont ces sentiments, ces bursts de joie. Pour moi, voilà, c'est pas une destination. Le succès, on peut le ressentir à un moment donné. Non, c'est dans le parcours. C'est dans le cheminement. Oui. Ce sont les moments où on se retrouve avec les personnes qu'on aime, où on arrive à rendre service. Moi, je crois beaucoup au service. Au service. Oui, voir la satisfaction que tu as après. Pouvoir lui, voilà, qui n'arrive pas à payer son loyer, qui sait même pas. Et puis demain, tu dis, OK, voilà, voilà un billet pour toi. Va. Et voir son visage changer, partir de la tristesse à waouh. Ça, pour moi, ça m'apporte une grande satisfaction. Donc, voilà. C'est vraiment ça. Donc, pour toi, le succès, c'est pas une destination. Oui. Enfin, c'est pas la destination, mais c'est le parcours. Il y a des moments qu'on vit dans ce parcours-là. Exact. Et ça qui compte vraiment pour toi. Quel bonheur on peut apporter à sa famille, aux gens qui sont autour de nous, des gens qu'on connaît pas, qui sont dans le besoin, qu'on peut aider. Une oreille attentive, facile. Donc, c'est ce sentiment que tu reçois là qui te dit. Tout à fait. C'est le succès. C'est ça. C'est pas un montant. On a tendance à penser que c'est un montant précis. Ok, d'accord, super. Et si tu avais une leçon, je veux dire, une minute, pour transmettre une leçon, une philosophie de vie à ces 10 millions de filles que tu vas impacter et que tu es en train d'impacter justement parce que tu veux faire dans l'humanitaire, prendre soin des femmes, tu vois, leur éducation. Tu avais une minute, ou même, je dirais même pas une minute, tu avais quelques secondes pour leur transmettre une philosophie de vie. Ce serait laquelle? À ces jeunes filles qui te regardent là. Peu importe le choix. Je pense que je te dis, regarde la caméra et tu vas le dire ça grand dans les yeux, tu vois. Alors, ce que je peux dire, c'est on a le choix déjà. On a le choix de décider pour nous-mêmes de la vie qu'on veut mener. Et peu importe ce choix-là, c'est d'appliquer de la rigueur dans tout ce qu'on fait. Donc, si vous êtes ménagère, c'est d'être la meilleure. Si vous voulez être sage-femme, c'est d'être la meilleure. Donc, c'est vraiment d'appliquer une discipline, une certaine culture, encore, quand je ne veux pas parler d'excellence, mais c'est d'être meilleure, de vouloir se surpasser dans ce qu'on fait. Et moi, c'est quelque chose qui a toujours été proche de mon cœur, cette envie-là de dire, OK, je choisis déjà ma trajectoire et tout ce que je vais faire, je vais tout faire pour briller dans ce que je décide comme choix de vie, comme trajectoire. Encore une fois, je juge personne. Donc, que ce soit la femme au foyer, que ce soit la nounou ou autre, c'est de pouvoir exceller vraiment dans ce qu'on décide. Donc, voilà. En termes de petits messages, juste ça, déjà, ça propulse. Savoir que, OK, il y a une dame qui fait à manger, elle fait de l'attiqué, elle fait du très bon attiqué. Et ça devient une référence. À cause de son excellence. Et voilà, et on ne peut pas banaliser des petits métiers. Moi, je ne crois pas en petits métiers ou les petits métiers. Tout métier est bon. À valoriser. Voilà. Mais il faut être bon dans ce qu'on fait. Dans ce qu'on fait, en y mettant la qualité, tout ce qu'il faut. Et puis avoir de bonnes valeurs.
Ouais. Voilà, on sait que quand on va chez toi, voilà, et tu pourras, il y a pas de vol, tu vas pas perdre ton sac parce que tu es allé manger dans un restaurant, donc tout le monde est, donc c'est vraiment avoir cette culture-là de qualité. Ok, super, super. En tout cas, merci pour ce message à toutes ces jeunes filles-là qui te regardent. Si vous faites quelque chose, c'est de bien faire, exceller, hein, avec des valeurs, des principes qui feront de vous des personnes excellentes. Je pense que c'est le message que Stéphanie partage avec vous aujourd'hui. Avec tout ce que tu gères, tes différentes casquettes, ta famille, tout ça, c'est quoi le leadership déjà pour toi et comment tu arrives à fédérer les gens autour de ta vision? Ouais. C'est une question que j'aime. Ouais. Alors, le leadership, c'est le service. Et moi, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours compris. Un bon leader, c'est quelqu'un qui est capable de se mettre au service des autres. Que ça soit en montrant l'exemple ou bien en écoutant. Ce que j'ai réussi à faire, c'est de montrer l'exemple à ceux qui sont autour de moi. Donc, moi, je ne donne pas d'ordre. Voilà, je ne suis pas là pour... Je fais. Ils me voient faire. Ils apprennent de ce que je fais. Et ça leur donne du respect. Parce qu'ils savent que ce que je suis en train de dire, là, je l'ai éprouvé. Donc, quand je vais sur le terrain avec mes collaborateurs, ils me voient à l'œuvre. Et ça crée déjà un sens de respect parce qu'ils se disent, waouh, donc tout ce qu'elle nous disait là, elle-même, elle le met en pratique. Ça nous permet de voir comment elle le fait. Et je leur apprends parce que je veux qu'ils deviennent comme moi. Un bon leader, c'est celui qui arrive à transformer ces gens, les améliorer, les amener d'un point A à un point B. Mais il y a des leaders aujourd'hui qui veulent être les seuls à briller. Ils veulent être le point A au point Z. C'est ça. Donc, moi, mon objectif à tous ceux qui sont autour de moi, il y en a que j'appelle communément mes enfants, mes filles et tout ça, c'est comment je fais de sorte que notre interaction, ou du moins le peu de temps où on collabore, quand vous allez sortir de là, vous serez meilleur que lorsque vous êtes entré. Donc, apprenez de moi. C'est pour ça que je fais très attention à ma façon de faire. Parce que je sais qu'il y a toutes ces personnes-là qui me regardent, qui sont en train d'apprendre et à qui je veux donner vraiment le bon exemple. Et lorsqu'il y a des activités, je me mets moi-même. Tu te mets toi-même dedans, tu mouilles le maillot. Exactement. Et puis... Ok. Et enfin, qui es-tu en fait quand personne ne te regarde? Parce que tu vois, ce qu'on fait, on est très à l'écran, on partage beaucoup de choses sur les réseaux. Tout ça, c'est bien. Les gens nous applaudissent ou bien on t'applaudit. Mais quand personne ne te regarde, quand personne, voilà, qui tu es, c'est quoi ta nature? Je suis très casanière. Ok. Et c'est que chaque fois qu'on tu ne vas pas dehors, si on rentre à la maison, tu es là. Je suis à la maison. J'aime mon espace, j'aime pouvoir, quand je rentre de mes rendez-vous, les soirs, etc. Alors, j'aime me retrouver dans mon espace, c'est calme. Et tu veux être seul ou tu veux être avec des gens dedans? Soit être seul, soit être juste avec mon mari et mes enfants. Ok. J'aime me déconnecter de l'univers du travail. Parce que parfois, on porte cette casquette-là parce qu'il le faut. Mais idéalement, moi, je veux être dans mon canapé avec ma couette et puis tranquille en train d'écouter comment leur journée s'est passée. Ou bien on choisit ensemble une comédie, on regarde une comédie musicale. J'aime beaucoup lire. Ok. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises à travers la lecture. Je lis depuis 2015. Ok, super. J'ai les livres de développement personnel. Il y a un livre qui t'a marqué en particulier? Oui, il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué. Et si tu devais choisir un? Alors, sur l'aspect professionnel, il y a un livre, l'ancienne CFO de Facebook. Ok. Sandberg. Je pense que Sandberg, elle a écrit un livre pour les femmes. Lean In. Lean In. Oui. Ok, comme Lean Startup? Lean. Oui, Lean. Ok. Il faut avoir sa place à la table aussi en tant que femme. Et c'est un livre qui m'a donné beaucoup d'assurance. Qui m'a aidé à voir que, waouh, ok, on peut être leader en tant que femme, on peut, parce que lorsqu'elle faisait sa carrière à Facebook, je crois après elle est allée à Google,
Elle était enceinte, elle était CFO, donc elle a quand même traversé tout ça et a maintenu son poste. Et vraiment, c'était beau à voir. Donc, CFO, c'est Chief Financial Officer. C'est ça. C'est la directrice financière, c'est ça? C'est ça. OK, et il y a un livre de finance. D'accord. Think and Grow Rich. Napoléon Hill, c'est ça? Super. Que j'ai toujours aimé. D'ailleurs, j'ai la version digitale, la version papier. Tous ceux que je rencontre, je donne. Parce que ça m'a beaucoup appris comment gérer même un patrimoine, quels sont les différents types d'investissements qui existent, comment investir aussi pour ses enfants, concept d'assurance vie que je ne maîtrisais pas avant. Donc, la bourse que je ne maîtrisais pas avant, que j'ai appris par la suite. Donc, super. Ça aussi, c'est un livre que je recommande. OK. Qu'est-ce que ces deux bouquins-là t'ont apporté ou bien t'ont donné en termes de perception même de la vie, de façon rapide, hein? Ben, ça m'a permis... L'autre, c'est la question de leadership, l'autre, c'est finance. En gros, quand tu colles les deux, qu'est-ce que ça t'a... Alors, ça m'a permis de savoir que pour une partie de notre vie, on a le contrôle. C'est vrai que nous ne sommes pas des dieux, mais il y a certaines choses pour lesquelles on doit pouvoir agir nous-mêmes. Et donc, ces deux livres, donc elles ont ça en commun, où on prend vraiment le contrôle de notre avenir professionnel, financier, où voilà, tu as vraiment des actions concrètes que tu peux mener pour sortir, par exemple, des dettes, pour sortir de la timidité. Par exemple, avec Sandberg, elle dit oui, quand vous êtes en réunion, il faut prendre la parole en tant que femme. Il ne faut pas à chaque fois dire oui, bon, moi je suis d'accord avec ce que mon collègue a dit. Souvent, tu dis rien même. On dit c'est à ton tour. Tu dis, ils ont parlé, non? C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, il y a une partie de notre vie, de notre destinée pour laquelle on a un peu de contrôle. Et ce contrôle-là, c'est ça qu'il faut exercer. Et puis pour le reste, bon, Dieu fait. OK, top. Aujourd'hui, imagine-toi qu'il y a une personne qui nous regarde, qui est perdue, qui ne sait pas où donner de la tête. Si tu avais quelque chose à lui dire, ce serait quoi? Qui regarde ce podcast parce qu'elle cherche, elle a entendu l'inspiration. Comme j'ai dit, elle est perdue. Elle ne sait pas dans quoi elle est, elle ne sait pas où elle va partir. Si tu pouvais lui dire un mot qui allait la réconforter. Alors, je peux d'abord dire que c'est normal. C'est tout à fait normal d'être de temps en temps perdu, de ne pas savoir ce qu'on veut, de ne même pas savoir quel est notre but sur la Terre, parce que moi, je suis convaincue qu'on a tous un but. Et ce qu'il faut faire, c'est de commencer d'abord, bon, on parle de notre premier amour. Donc, quelle est la chose peut-être qu'on aime faire ou qui nous passionne, la chose pour laquelle on reçoit le plus de compliments? C'est quelque chose que j'ai appris il y a plusieurs années de cela. Là, commence d'abord avec ton premier amour. Ton premier amour, c'est ce que tu aimes peut-être dans tes temps perdus, mais lorsque tu étais une petite fille, qu'est-ce qui te passionnait? Et c'est de savoir aussi que la vie, elle n'est pas facile. Il y a beaucoup de moments difficiles dans la vie pour peut-être peu de moments faciles. Donc, il faut s'habituer à ce qu'on ait en face de nous un chemin qui est plutôt périlleux. Même si pour certains, on a l'impression que tout leur réussit, que leur vie, voilà, ils ont toujours eu une cuillère en or dans la bouche. Ce n'est pas le cas parce que chacun a sa bataille. Donc, derrière les portes fermées, on ne sait pas ce qui se passe aussi dans leur vie. Donc, c'est de vraiment se réconforter du fait que c'est tout à fait normal de connaître des difficultés, de se sentir perdu, mais personne ne viendra changer votre vie pour vous. Il n'y a aucun miracle pareil. Donc, même ceux qui sont très religieux, Dieu ne va pas descendre, vous sortir, prendre physique. Il faut forcément faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il faut se lever, décider que voilà, j'en ai marre d'être victime. Je veux pouvoir faire quelque chose et puis parler aux gens, se rapprocher des personnes peut-être autour de vous, que vous admirez, que vous souhaitez vraiment imiter. Et puis leur parler. Quel a été votre parcours? Par quoi est-ce que je peux commencer? Poser des questions. Donc, aller vraiment à l'information. Et voilà, c'est vraiment de faire. Arrêtez de dormir, arrêtez de scroller sur TikTok, arrêtez d'admirer les influenceuses, de sortir aussi et puis allez vous-même chercher votre pain. Quotidien. C'est ça. OK, donc
d'arrêter de se victimiser. Les choses ne viennent pas à nous, il faut les créer, il faut les provoquer. Tant que tu t'abats sur ton sort, rien ne va changer. Dieu ne descend pas pour changer. C'est nous qui décidons de changer. Dieu va nous aider. Dieu nous aide. Donc ça, toi qui es abattu, qui ne te retrouves pas, voici le message que Stéphanie a pour toi. Donc lève-toi et retrouve-toi. C'est ce qu'on a besoin de te dire. Agis et tu vas voir que les choses vont changer, vont aller de mieux en mieux, n'est-ce pas? Ok, alors, on va faire un peu un retour, on va dire en arrière. D'accord. Et imagine, en face de toi, tu as la jeune adolescente Stéphanie de 15-16 ans. Hein? Et si tu avais la possibilité de lui donner un conseil aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? La Stéphanie à 16 ans, qui est enceinte, qui est dans un milieu où les regards changent. On l'exclut de certaines choses parce qu'elle porte un enfant. Elle va devoir changer sa façon de vivre, hein, sa façon d'être, ses interactions, vouloir se cacher parce que ce qu'elle porte n'est pas ce que la société demande, on va dire ça comme ça, qui est jugé, qui est finalement mis dans dans une sorte de canevas et autres. Si tu avais un conseil à lui donner, on aura dit 15-16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je lui dirais que ça va passer. Okay. Tout ça a une fin, tout ça va passer. Et parce que la Stéphanie de 15, 16 ans, 17 ans, elle était tellement abattue par ce qui lui arrivait. C'était une Stéphanie beaucoup dans la victimisation. Ah, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça? Pourquoi? Donc, c'était beaucoup de victimisation, ne pas, en anglais on dit lack of accountability, donc ne pas vraiment assumer. Et aujourd'hui, je peux dire, ma fille, c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Le chemin, c'est vrai, il est ce qu'il est, mais c'est la finalité qui compte. On connaît des personnes qui ont commencé en haut, qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas maintenu ce niveau. Donc, c'est vraiment la fin qui compte, c'est de se concentrer vraiment sur ce qu'on veut. Et c'est de lui dire que ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Concentre-toi sur la fin, sur tes objectifs. Et puis, les hommes, ils vont passer. Les hommes grand H. Avec grand H. Pas qu'on dise, passe le lien entre la grosse, ok. Parce que le regard des uns et des autres, tout ça passe. douloureux. Mais ça passe. C'est pas des choses qui durent éternellement. Puis c'est juste un moment. Parce qu'après, chacun va s'occuper de ses propres problèmes. Et puis après, on en rit. On en rit. C'est vrai. Donc, faut pas s'apitoyer. Oui, c'est ça. Dis-toi que ça va passer. C'est arrivé. Accepte. Hein, et ça va passer. Et enfin, moi, je résume ce que tu dis. Hein, voilà. Ça va passer. Tout ce que tu as appris là, prends ça à ton avantage. Hein, et transforme-toi avec. Voilà. Pas te victimiser, pas te morfondre. Non. Comment est-ce que ça peut développer en toi une forme d'énergie qui peut te propulser, te permettre d'aller de l'avant. Ça va passer. C'est comme le café finit toujours par refroidir. La douleur passe toujours. Ça va passer. Mais super. Écoute, on n'est pas loin de finir. C'est quoi ton plus grand rêve aujourd'hui? Qui dort encore en silence, comme toi? Wow. Un rêve personnel ou... Alors, qu'il soit personnel, professionnel, entre les deux, le plus grand, le plus puissant, qui peut être silencieux en toi et qui peut-être te fait peur. Moi, le rêve là, quand tu y penses, hey, tu vois. Wow. Bon, c'est une question difficile parce que il fut un temps où je ne rêvais pas. Je n'ai pas toujours nourri de grandes ambitions. J'ai fait et puis certaines choses sont arrivées. Et donc, c'est du step by step. Donc, aujourd'hui, mais tiens, je pose cette action et puis demain, waouh, ce que j'ai fait hier, ça m'a emmené là. Donc, est-ce que j'ai un grand rêve au-delà du professionnel? C'est d'avoir mon ONG, mon association pour les femmes, pour les encadrer à être le meilleur d'elles-mêmes. Et d'être des femmes accomplies. Donc, peut-être que je dirais que c'est ça mon rêve, c'est de voir des milliers de femmes africaines, ivoiriennes, qui sont accomplies au travers de mon académie, au travers de ma fondation.
sur le plan professionnel, c'est d'avoir la plus grande entreprise de technologie de l'Afrique. Ok, d'accord. Sur le plan personnel, c'est l'association Transformer, changer de vie, Oui, impacter, laisser un héritage. c'est Ouais. ça, Et pareil aussi sur le plan professionnel, voir ton entreprise devenir un empire, exact. toujours laisser des traces, même après ton passage, ça continue. Ça continue, Yeah. que mes enfants puissent aussi jouir des efforts de leur maman et Ok, continuer ce que j'ai commencé. d'accord. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi si tu n'es plus là? On est appelés tous à partir. Oui. Qu'est-ce que tu souhaites qu'on dise de toi? Hein? C'est-à-dire que dès qu'on pense à Stéphanie Assis-Durand, voilà, la chose à laquelle on pense, ce serait quoi? Qu'elle a marqué sa génération. Ça veut dire quoi, marquer sa génération? Marquer sa génération, ça veut dire que j'ai converti ou du moins impacté le maximum de jeunes qui pensaient peut-être que une certaine vie n'était pas accessible pour eux. Il y a des personnes qui pensent qu'ils pourront jamais, par exemple, avoir du travail, ou pourront jamais toucher de gros salaires. Donc, c'est de leur montrer que c'est possible avec le travail et l'encadrement nécessaire. Je veux aussi être reconnue comme quelqu'un qui a donné d'elle-même dans tout ce que je fais. C'est pour ça que quand je parlais de l'exemple que je veux être pour mes enfants, c'est leur montrer le chemin pour dire que rien ne tombe du ciel, il faut travailler, il faut pouvoir se donner. Donc, je veux être remembered, je veux être... c'est quoi le bon mot? Qu'on se souvienne de moi. Qu'on se souvienne de toi dans ces thèmes-là. Dans ce type d'impact. D'impact, ok. Où il y a un changement concret qui s'est opéré autour des personnes, en ces personnes-là qui m'ont côtoyé. Qui t'ont côtoyé, qui t'ont connu ou qui ont entendu parler de toi, qui t'ont vu. Qui ont travaillé pour moi ou autre, c'est de venir et de constater que oui, c'est quelqu'un qui est parti de rien, mais qui s'est créé quelque chose par ses propres forces. Ok, super. Je pense que l'autre question va arriver un peu dans ce sens, mais là, c'est pendant ta présence. Aujourd'hui, tu es à Changemaker, cette émission qui veut inspirer des millions et des millions de personnes à travers des histoires fascinantes, des histoires inspirantes, de personnes remarquables qui ne laissent pas leurs rêves enfouis à l'intérieur d'eux, mais qui prennent le risque de dire, je veux vivre mes rêves, je veux vivre de mes rêves, je veux que mes rêves impactent et influencent d'autres personnes. Imagine que, voilà, cette émission-là, si elle doit impacter 1 million de personnes qui nous regardent, qu'est-ce que tu veux leur léguer aujourd'hui en sortant de cette émission? Cette émission doit impacter, c'est vrai, d'entrée de jeu. On a partagé un message pour qu'ils soient scotchés. Maintenant, à la fin, là, si tu dois les impacter, qu'est-ce que tu veux leur léguer comme message? C'est de ne jamais cesser d'apprendre. On est tous des élèves de la vie. Et moi, à travers l'apprentissage, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Moi, je suis quelqu'un, comme je disais tantôt, j'aime lire. J'ai beaucoup lu, j'aime, par curiosité, je regarde aussi des documentaires, des podcasts. Donc, l'apprentissage est fondamental dans l'accomplissement même de l'être humain. Donc, on doit continuer à se former. On sait de leur dire de ne pas oublier d'être curieux, de ne jamais cesser d'apprendre. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Donc, c'est de se laisser coacher non seulement par la vie, mais par les plus sages. Donc, les personnes qui ont traversé avant nous certains chemins et de lire. Vraiment, la lecture cache beaucoup de pépites. Beaucoup de pépites. Beaucoup. Franchement, j'ai tellement appris à travers la lecture. Et je ne parle pas de lecture académique. Je parle de la lecture même. Des livres de vie. Des livres de vie, voilà. De croissance personnelle. De philosophie. Et apprendre à se connaître. Une chose qu'on ne fait pas dans nos sociétés africaines, c'est d'apprendre à nous connaître nous-mêmes. Parce qu'on a peur que ça soit de l'ego. C'est ça. On a peur que ça soit trop centré sur nous. Non, elle, là, elle s'aime trop. Lui, là, il s'aime trop. C'est le regard des gens, le jugement des gens dont on a peur. C'est ça. Alors que c'est tellement important
pour mieux connaître son but dans la vie, il faut connaître qui nous sommes d'abord. Et c'est en apprenant un peu plus sur soi-même qu'on est capable de savoir, ah tiens, moi, voici ce que je veux pour ma vie. Parce que en faisant autre chose, ça ne me sied pas. Mon esprit même n'est pas d'accord avec cette autre mission. Ok, super. Donc, ne cessez jamais d'apprendre. Et je partage tellement la vie de Stéphanie. Moi, la lecture a sauvé ma vie, je dis tout le temps. La lecture m'a sauvé, a sauvé ma vie. Et donc, je pense que ce qu'elle lègue là, elle me lègue aussi parce que je vais continuer de lire parce que vous n'avez pas idée des écoles, les endroits dans lesquels vous n'êtes pas passé, vous ne pouvez pas passer, mais la lecture vient vous affranchir de tout ça au point où quand tu tiens un discours face à quelqu'un qui a fait je ne sais pas quoi, mais tu te sens jamais petit, jamais. Bien sûr. Parce que tu as aussi une certaine base, et la lecture va t'élever, ça te donne confiance, ça permet de t'affiner, ton estime augmente et tu n'as peur de personne. Alors moi aussi, j'ai bien envie de vous léguer ça. Lisez, lisez, lisez. Écoute, il nous reste un dernier truc. Tu vas compléter une phrase. Ça sera pas ton mot de fin, mais moi, on va dire, ce sera la dernière question. J'ai la voix un peu triste parce que c'est la fin. J'aurais tellement voulu continuer jusqu'à encore. Tellement c'est passionnant, on apprend énormément de choses. Par ton parcours, ton inspiration, tes aspirations également. Tu vas compléter cette phrase. J'ai changé le monde parce que j'ai osé. Il y a 3 points de suspension, tu vas mettre. Qu'est-ce que tu as osé faire qui a fait que tu as changé le monde? Donc, on va reprendre. Tu vas juste dire j'ai changé le monde parce que j'ai osé et puis tu complètes. OK? J'ai changé le monde parce que j'ai osé. Ouais. J'ai changé le monde parce que j'ai osé m'accepter. OK. M'accepter, m'assumer. OK, super. Et donc, ça a déclenché tout, ça a ouvert tout et puis bam, tu es parti. Je suis partie et j'ai pu montrer au monde justement qui je suis. Qui tu es. Et c'est ce que je fais tous les jours. C'est rester moi-même fidèle et authentique aussi à mon histoire, à mon parcours, mais à qui je veux que les gens... qui je veux être. Ouais, c'est ça. Donc, assumer qui tu veux être, qui tu es tout le temps. Accepter, c'est ça. Voilà. Ça commence par ça. Et donc, réussir démarre par ça. Créer des choses démarre par ça. Façonner le monde, changer les choses démarre par s'accepter d'abord. Et puis maintenant, on peut regarder la suite. C'est le. Ça, on n'a pas peur de dire non. Non, ouais. C'est le niveau numéro 0, s'accepter. OK. Écoute, Stéphanie, je veux juste te dire merci avant que tu donnes ton mot de fin. Merci de nous avoir accordé ce temps qui, je le sais, est très précieux pour toi, vu ton emploi du temps, ton agenda très, très chargé. L'équipe et moi te disons merci. C'est un plaisir d'échanger avec toi. Je sais que ces mots-là vont rentrer dans les oreilles de ceux qui vont écouter et façonner leur âme, leur cœur. Et ils seront des messagers je dirais, de la bonne nouvelle. Cette nouvelle-là qui transforme des vies, qui façonne, qui donne du sourire, voilà, qui ouvre les yeux et qui permet de voir les bonnes choses. Si tu as un mot de fin pour ce que nous démarrons, Changemaker, pour Alliance Zara Talk Show, ce serait quoi pour l'équipe, mais pour aussi tous ceux qui nous regardent, pour toi, qu'est-ce que tu as envie de dire? Mais vraiment, ça, c'est ton moment à toi. Ouais. Wow. Bon, déjà, merci. Merci je t'en prie, une fois. Le temps n'est même pas passé. Ouais, tu vois. Ouais. J'ai apprécié la conversation. Et lorsqu'on parle de changemakers, les meilleures personnes qui opèrent un changement autour d'eux, ça commence par soi-même. Donc, c'est de commencer d'abord par faire un audit de soi. Qu'est-ce qu'il y a en vous que vous voulez changer déjà? Opérer ce changement-là, mais ensuite, ça va rayonner autour de vous et ça va se propager. Donc, soyez le changement que vous voulez voir dans les autres. Et puis l'impact, ça vient. Et surtout, restez humble. Ça, franchement, c'est vrai, il y a beaucoup de podcasts, on parle de succès, on parle de parcours, on parle de tout ça. Mais l'humilité reste vraiment la base de savoir même perpétuer ce succès-là. Ouais. Faut rester humble. Faut rester vraiment, faut se souvenir d'où on vient. D'où on vient. Se souvenir de comment Dieu nous a élevés.
Et ne pas oublier aussi de bénir les autres quand on nous bénit. Donc, voilà. Waouh, très fort. Ouais. Il faut incarner le changement qu'on veut voir et rester humble. Je pense que ce sont les 2 mots-clés de fin de Stéphanie et pour cette émission et pour tous ceux qui nous regardent. Incarnez le changement que vous voulez voir. Soyez vous-même des acteurs du changement pour que le changement arrive, mais dans l'humilité, toujours dans l'humilité. Toujours avoir les pieds sur terre. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. Ça a été un honneur pour nous de partager ce moment avec vous, toute l'équipe et moi. Vous disons merci et on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre édition de Changemaker et tout ça dans de Alain Zara Talk Show. J'ai dit TATS. Et n'oubliez pas les gars, le but c'est d'être légendaire. Toujours. On laisse des traces, héritage. Ciao, ciao. Allez, merci.